Voilà, cette fois-ci, nous allons recevoir le professeur émérite, professeur Ntsaman, Oscar Ntsaman, professeur d'université, professeur émérite. Bienvenue. Oui. Émérite. Et je suis heureux de ne pas l'avoir à titre posthume. Professeur émérite des Encore sons vivant. vivants. Des sons vivants. En plus de la médaille d'or en sciences et lettres. En plus de l'International Socrates Award accordé par l'Université d'Oxford. La seconde université la plus prestigieuse et la plus ancienne de l'Europe, en Grande-Bretagne, après l'université de Cambridge. Et bien, quoi encore? Et beaucoup de choses. Un professeur émérite, c'est celui qui a rendu des normes, qui s'est distingué et qui a rendu d'énormes services à la nation. Il faut consulter. Oscar Ntsaman a rendu autant de services à la nation, il vient se reposer. C'est pas ça. Il faut d'abord rechercher, consulter des personnes indiquées pour savoir ce que c'est. Je ne sais pas si c'est tu quoi l'as c'est pas un fait. professeur émérite? Voilà, c'est la bonne question. Ouais. C'est la bonne question. Alors, je ne sais pas si tu n'as pas pu faire des recherches pour ça, mais je vais t'aider en consultant tout simplement le Google. OK? On dirait un professeur émérite. Ben, écoute. Un professeur émérite, c'est quelqu'un qui excelle. Quelqu'un qui a une compétence, une habilité de haut niveau. Il est éminent. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Google qui l'a dit. Les synonymes de l'émérite, c'est quelqu'un de brillant, de chevronné, d'extraordinaire, incomparable, réputé et notable. Je referme les guillemets parce que c'est le Google qui l'a dit, c'est pas moi. Voilà, nous étions sur Internet, mais la définition donnée, vous retrouvez dedans? La définition, on se retrouve, oui. Vous, Oscar Ntsaman, professeur On se retrouve émérite, dedans. vous vous retrouvez dedans? Oui, on se retrouve dedans. Avez-vous rendu C'est-à-dire les méritants. Peut-être, c'est en fait un grade d'honneur qu'on peut accorder dans le domaine religieux à un évêque ou bien à un cardinal. Je ne dis pas aux évêques, je ne dis pas à tout, etc. Je dis à quelques-uns. Émérita, on peut accorder dans la magistrature. De mon vivant, au moins, j'ai connu tout simplement Liao. Lorsqu'il s'était en train de se battre en dernière minute, il a dit qu'il se battait pour son émérita, le professeur Liao. Il était professeur ordinaire. Évidemment, dans les domaines... Marcel Liao. Oui, Marcel Liao. Alors, dans les domaines d'enseignement aussi, l'émérita, ça s'accorde à ceux qui se sont distingués, c'est-à-dire professeurs ordinaires qui se sont distingués. Parce que tous les professeurs ordinaires n'aboutissent pas à l'émérita. Ils peuvent être retraités comme un fonctionnaire, quelqu'un qui a rendu de grands services. Service tout à fait normal, je veux dire. Mais quand on sort du cadre qui est normal, à ce moment-là, c'est le gouvernement qui vous décerne cet honneur-là de le titre d'émérite, professeur émérite. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous distinguez non par les connaissances, mais plutôt par les compétences, les au pluriel, vos compétences. Oui. Alors vous peut-être me demander, c'est quoi? Je suis en train de vous amener dans le firmament. Et tout ça, ça signifie quoi? Je peux peut-être aller un peu plus bas pour qu'on puisse se comprendre. Une question. Vous démontrez avoir des compétences. Vous-même, pensez-vous que vous avez réellement ces compétences pour être qualifié, pour avoir ces
ce mérite-là d'être professeur émérite aujourd'hui? Oui. Et à qui revient la responsabilité? Et je dirais, oui. Mais pour une meilleure explication, il faudra bon que toi et moi, nous puissions nous mettre d'accord sur les concepts. Savez-vous que dans l'évolution de l'éducation, il y a ce qu'on appelle les potentialités, ces 3 étapes. Potentialité, connaissance et compétence. Quelqu'un peut avoir des potentialités, comme n'importe quel enfant qui naît, normalement. Il a des potentialités, il a 2 jambes, il peut courir. Mais à un certain moment, ces enfants, après des exercices, ne vont pas courir à la même allure. Il y a un qui sera plus rapide qu'un autre. Parce que quand l'enfant s'exerce, il y en a qui tombent, et puis on les fait peur. Oui, l'enfant a du peur, et l'enfant est tombé. Ou bien on l'encourage. Non, vas-y encore, vas-y encore. À celui qui est tombé, on l'encourage, il se confirme, il essaie. À force de s'exercer, ça y est. Mais au-delà de tout ça, de ces connaissances, il y a ce qu'on appelle la compétence. La compétence, ça signifie, les gens ont appris la boxe, par exemple. On leur dit comment est-ce qu'il faut se positionner. Mais sur les rings, ils n'utilisent pas l'art de la boxe de la même manière. Il y a quelqu'un plus compétent qui va éviter de coups d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui, en sachant que c'est un combat à 5 rounds, il va tout simplement se laisser faire pendant les 3-4 rounds pour pouvoir neutraliser l'autre les 2 dernières. Ça, c'est la compétence. C'est différent. C'est pourquoi, même dans les domaines de l'éducation, alors à ce moment, nous dirons ce qui fait de quelqu'un universitaire, ce qui fait de quelqu'un émérite, ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'université, mais c'est plutôt l'aptitude qu'on reçoit au niveau de l'éducation. Vous pouvez vous retrouver dans une très grande université, mais seulement ceux qui vous enseignent, ils vous disent, ok, c'est le management, les 5 infinitifs de Fayol. Ça, coordonner, planifier, ainsi de suite, c'est universel. Mais comment coordonner? Comment prévoir? Comment commander? C'est là la question. C'est pourquoi commander dans une maison de communication n'égale pas commander dans une institution universitaire. Là, on se distingue. À ce moment-là, il y a la compétence qui intervient quand on excelle. On sort donc de l'agrégat. Tout le monde est licencié en histoire, mais après 10 ans, il y en a qui vivent de ces connaissances de l'histoire, qu'il transforme en compétences, parce qu'il est capable de vendre ça. Alors qu'un autre a des connaissances de l'histoire, il reste livresque, il est là tout simplement à raconter ce qui s'est passé il y a des années. Voilà. Alors, donc c'est dire que, maintenant vous direz, qu'est-ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait. Bien sûr, ça il faudra poser la question tout d'abord. La question, oui, vous allez... Mais ça va venir. Oui. Allez-vous Oui. Allez-vous continuer à enseigner? Ça c'est tout simplement du matériel, ça c'est rien. Et continuer à enseigner ou ne pas continuer à enseigner dépend de moi. Mais est-ce que ça a un rapport avec la compétence? Est-ce que ça a un rapport avec ce qui a fait de moi professeur émérite? Ce n'est pas l'enseignement, le fait d'enseigner qui fait de quelqu'un émérite. Mais comment il a enseigné. Eh bien,
Je donne un exemple. Pour être émérite, la loi dit qu'il faut avoir formé au moins 2 collègues. Mais moi... Vous en avez formé autant? 25. 25 docteurs, thèses et doctorats, dirigés ou co-dirigés. Voilà, par exemple, on sort de l'ordinaire, ça c'est une évidence. Il y a d'autres choses, mais c'est quoi? Vous direz par exemple, moi j'ai dit, et il y a la Commission africaine qui me nomme point focal de la science, recherche et technologie pour les 54 pays africains. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? La responsabilité. Proposer des dynamiques à la fois constructives, nouvelles et consolidantes, visant plutôt l'amélioration des dispositifs en cours ou au niveau international. On dit de proposer ça. 2, identifier les problématiques et leur insuffisance. Problématiques et leur insuffisance. Ça signifie quoi? On dit par exemple, on a besoin de l'énergie pour pouvoir se développer. Ouais. On veut transférer l'eau de l'Obangui vers le Tchad. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi là-dessus? Quel est le pour, quel est le contre? Les gens qui nous suivent, oui, disent le professeur, parce que vous avez une réputation qui vous précède. Professeur Ntsaman devient professeur émérite, mais ceux qui ne vous connaissent pas se posent des questions. Qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire pour se targuer de cet éméritat? Il faudrait peut-être poser la question au jury de la commission du conseil des universités publiques, notre université, le conseil qui est dirigé par Monseigneur Tshibangou, qui apprécie, parce que c'est ce conseil-là, dirigé par le Monseigneur Tshibangou, qui apprécie et propose au ministère qui est le professeur qui peut être émérite, qui est celui qui ne peut pas. Alors, quelle que soit la situation, il paraît que c'est visible. J'ai dit, moi, que j'ai créé l'université Lycée Promade. Pourquoi j'ai créé l'université Lycée Promade? Parce que j'ai estimé que notre système d'éducation dans les universités classiques formait des chômeurs. C'est-à-dire, s'il y a 1000 étudiants diplômés en droit cette année, 3 semaines après, vous demandez qui a trouvé du travail, vous avez la réponse. En sociologie, vous avez la réponse. Et bien maintenant, si vous faites l'addition de ceux qui se terminent à l'IPN, de terminer partout, ainsi de suite, vous demandez après, qui a trouvé du travail après 3 jours, après 3 mois? C'est presque rien. Alors, pour ne pas continuer là-dessus, je me suis lancé dans un déviationnisme positif pour dire je vais créer quelque chose d'autre. L'université Lycée Promade. Au lieu d'apprendre aux étudiants, après les études, comment écrire une lettre, j'ai l'honneur, comment je cherche de l'emploi, et ainsi de suite, m'ont dit, nous formons des créateurs d'emplois et non des quémandeurs d'emplois. Donc quelqu'un qui termine là, il ne peut pas chercher de l'emploi, mais il doit plutôt créer de l'emploi. Et je continue en disant, pour notre système d'enseignement classique, c'est le normatif, c'est la science du passé. Qu'est-ce que la Constitution a dit? Mais si on ne fait pas ce que la Constitution a dit, qu'est-ce qu'on fait de positif pour l'intérêt de la nation? La science et l'université ne vous dit pas ça. Mais la science de la créativité que j'enseigne, la créativité, l'innovation et l'amélioration, vous dit vous êtes un homme solution. Il ne faut jamais vous plaindre parce qu'il y a une solution à tout. À tout. C'est différent. Aussi, il y a en 80, je suis revenu.
personne n'entendait parler de management. Aujourd'hui, on enseigne le management comme les catéchismes. Partout, dans toutes les universités. C'est votre apport. C'est mon apport. Et cet apport-là n'était pas reconnu par moi, mais par l'université d'Oxford, qui a pu m'accorder ces prix International Socrates Award pour avoir introduit les systèmes, le management plutôt, dans les systèmes éducatifs de la République démocratique du Congo. Et maintenant, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat et de l'incubation. Ce sont des concepts nouveaux dans notre enseignement. Avez-vous l'impression, avez-vous fait les constats que votre apport a réellement été bénéfique pour la République démocratique du Congo, que vos étudiants n'ont pas eu à chercher de l'emploi, mais à créer réellement des emplois? On n'a pas besoin d'en parler parce qu'on les vit. J'ai commencé les CEPROMAD avec 12 étudiants, la première année académique. On se retrouve avec 15 000 étudiants aujourd'hui. 15 000 étudiants. On a commencé l'université du CEPROMAD à Lubumbashi. Aujourd'hui, l'université de CEPROMAD se trouve dans 22 provinces sur les 26 de la République démocratique du Congo. C'est dire que l'université du CEPROMAD, autant qu'il y a des systèmes, autant qu'il y a des ISP sur l'étendue du pays, autant il y a des ISDER en République démocratique du Congo, réalisation du gouvernement, ainsi de suite, autant qu'il y a des instituts qui enseignent le management en République démocratique du Congo, mais l'initiative privée qui a pu désenclaver scientifiquement les Massissi, qui a pu désenclaver scientifiquement Aru. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Posez la question. S'il y a un de l'université du CEPROMAD qui vous dit qu'il est chômeur parce qu'on ne lui a pas donné du travail, eh bien, vous me le montrez. Parce que je ne le forme pas pour aller chercher du travail. Je le forme pour qu'il crée du travail, qu'il crée des richesses, qu'il crée de l'emploi. En créant les emplois dans quel domaine? Créer les emplois dans quel domaine? Dans les domaines aussi divers que variés. Mais d'abord, créer des emplois. Nous formons nos étudiants partant du principe. Il faut savoir partir de rien pour bâtir un monument. En sciences de management, on appelle ça Development Organization, donc l'organisation des développements, qui signifie être capable de partir de rien pour bâtir toute une entreprise. Vous ne me comprendrez pas, mais seulement je peux vous aider à comprendre. Ça signifie tout simplement que la richesse se trouve quelque part. Ça ne se trouve pas dans le cuivre. Ça ne se trouve pas dans l'eau. Ça ne se trouve pas partout. Mais ça se trouve dans votre tête. La richesse. Alors moi, je peux développer 480 méthodes pour dire comment fabriquer, c'est-à-dire créer des richesses, des projets à partir de la réflexion. Je l'ai fait et ceux qui m'ont vu sur le terrain, ceux qui peuvent éventuellement évaluer l'ancrage là-dessus, nous avons vu les expatriés reconnaître votre mérite plus d'une fois. Vous avez été, vous avez reçu des diplômes de mérite venant de l'extérieur. Et je remercie le gouvernement qui a reconnu ça, parce qu'on m'a accordé aussi les médailles d'or en sciences et lettres. J'ai été reçu par le Premier ministre sur recommandation du Président de la République. Dès que j'ai reçu les médailles de International Socrates Award, je continue et maintenant, je crois que ça, c'est encore une reconnaissance par collègues. Parce qu'il faut commencer par les collègues. Ça signifie au niveau de l'université. Plus de 89 professeurs, collègues, ceux plus anciens ou plus jeunes que moi, qui vont dire, celui-là, il mérite plus que ce qu'il est.
on m'accorde un diplôme postdoctoral signé par l'université de Kinshasa, mon université mère. On dit Et puis, on se met d'accord pour dire, voilà, on crée une chaire qui va porter son nom. Cette chaire s'appelle KPM, chaire d'administration publique et de management, professeur Nsaman Olutu. On peut nommer directeur général à la chaire, mais il reste le titulaire jusqu'à la vie, jusqu'à la mort, pour pérenniser son apport. Que puis-je dire encore? On dit que les savants ne parlent pas trop. Ah, c'est vrai. Ils ne parlent pas beaucoup, ça c'est une évidence, mais il faut quelqu'un qui parle de vous. Et s'il n'y a personne, alors ce sont vos écrits et vos œuvres qui vont parler mieux. Combien de publications, professeur Nsaman? Des dizaines de livres et des centaines d'articles. Des conférences, n'en parlons pas et consorts. Et sur le plan politique, vous êtes député national. Avez-vous le temps de concilier tout ça, professeur d'université, reconnu sur le plan mondial, sur le plan politique, député national, vous présidez un parti politique, mais finalement, vous avez plusieurs casquettes. Hein. Mon Dieu, vous êtes en train de m'ajouter ce que je n'ai pas, mais mon Dieu, je prends. Parce que j'ai inventé. C'est vrai. Quand vous dites... Vous n'êtes pas président des partis politiques. Non. Je suis initiateur et autorité morale d'un parti politique que j'ai créé qui s'appelle PESA, Parti chrétien pour la solidarité africaine, qui est un parti de gauche qui est en train de concrétiser ce qu'on appelle les descendants de Simon Kimbangu, de Lumumba, de Gizenga, de Moulele, ceux qui sont considérés comme des gauchistes. C'est une manière pour vous d'instaurer le management dans la vie politique congolaise. Je n'instaure pas le management dans la vie politique, mais je pratique le management politique qui existe déjà. Parce que la politique se structure autour de ce qu'on appelle un parti politique ou un regroupement politique. Chaque parti politique ou un regroupement politique a une administration, a un système de gestion, une stratégie. Alors tout ce qui est procédure, tout ce qui est efficacité, efficience, performance, c'est le management en plein. Donc, si vous voulez un parti politique qui réussit, vous y ajoutez une dose de management et c'est parti. Donc, je ne fais qu'appliquer cela. Et vous savez comment je suis au Parlement? C'est tout simplement parce qu'une fois, devant l'écran de la télévision, j'ai vu un député qui était en train de crier sur les sépromades, qui confondait les sépromades avec les SIDEP, pour dire, oh, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ainsi de suite. Comme j'ai compris qu'ils ne comprenaient rien à rien, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il croit que moi, je ne peux pas devenir député? Je peux le devenir. Mais lui ne deviendra pas d'un clin d'œil. C'est professeur de l'université. Je suis devenu député. Maintenant, je suis en train d'appliquer, d'apporter humblement ce que je peux apporter au niveau de la députation. Et en commençant par quoi? Par un programme que nous avions appelé le VAE, la validation des acquis de l'expérience. Parce que je suis arrivé au Parlement, très vite j'ai inventorié, il y avait 18 professeurs d'université sur 500. Je me suis dit en quoi les professeurs d'université pouvaient éventuellement être utiles dans l'enceinte. La première chose, nous nous sommes aperçus qu'au Parlement là-bas, c'est une mine de documents scientifiques incroyables. Depuis 1960, des travaux de commission qu'on a réalisés et qui en parlent aujourd'hui. Alors qu'il n'y a que ceux-là qui pouvaient en parler. Comment? En rédigeant des thèses de doctorat, en rédigeant des livres. Alors il fallait donner une certaine impulsion, une sorte de motivation, pour que ceux qui sont d'ailleurs compétents, il y en a beaucoup au Parlement, puissent avoir le courage de pouvoir utiliser ce qu'ils ont là pour rédiger des thèses de doctorat, etc., etc. Je suis heureux de voir que maintenant, il y a eu beaucoup de députés
qui ont pu défendre leur thèse de doctorat. Il y a beaucoup de députés qui sont encore en train de défendre de préparer leur DA, ainsi de suite. Et on a pris le goût de pouvoir combiner la politique et la science. Parce que, pour les provoquer, je posais tout simplement une question. J'ai dit, très bien, honorable, chers collègues, à supposer qu'aujourd'hui, tac, la vie parlementaire s'arrête, qu'est-ce que vous devenez? C'est ma question. Et puis à l'autre, brillant, en train de s'exploser. J'ai dit, mais mon Dieu, est-ce que vous savez que vous, là, avec plus de 10 ans d'expérience au Parlement, on ferait de vous un grand ambassadeur en diplomatie parlementaire? Les exemples sont légion. Oscar Nsaman, professeur émérite. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins. Organisation des élections, machine à voter, et ça crée des remous. Dans votre intelligentsia comme professeur émérite, avez-vous analysé l'approche de la machine à voter et compris que cette approche est réellement un concept bien perçu par les acteurs politiques congolais? Alors, pour répondre à cette question, je ne sais pas, je devrais me mettre dans quel cadre. Si je dois me mettre réellement dans le cadre de mon éméritat, je vais me référer à la société qu'on appelle société savante, académique, qui avait organisé une manifestation il y a quelques jours à l'honneur du collègue professeur Mouyou. C'est-à-dire, il y a là des cerveaux qui existent. La question est de savoir, est-ce qu'on est en train d'utiliser utilement tous ces savants? Moi-même, je me considère déjà comme sous-utilisé. C'est pourquoi je suis allé me jeter aux promenades pour me rendre compte de ce que je peux rendre comme service. Alors que les autres sont sous-utilisés, déjà par le fait qu'ils sont mal payés, etc., etc. Alors je reviens à votre question. Quand on parle commentaires sur machine à voter pour ceci, si on posait la question à un savant, ce qu'il en pense, il n'y aurait même pas de débat. Je dirais tout simplement que les hommes intellectuels discutent des principes et des théories. Les hommes moyens discutent du matériel. Des hommes, je n'ai pas envie d'utiliser les termes, mais je l'utilise quand même, médiocres, parlent des autres. Voilà. Maintenant, quand vous me parlez des machines, vous placez ça à quel niveau? Si c'est au niveau du matériel, c'est simple. Il ne faut pas demander à une maman maraîchère de commencer à apprécier un hélicoptère. Allez, allons-y. Mais on sait que c'est modifiable, parce que c'est du matériel. Si c'est modifiable, alors appelez des experts qui sont indiqués pour ça, pour certifier la conformité de ce qu'il y a là. Mais vous n'allez pas prendre un juriste qui va venir, et ça coûte combien, et ça coûte combien, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'efficacité ou la performance de la machine à l'égard de l'élection? Il n'y a que des connaisseurs qui peuvent parler de ça. On appelle des connaisseurs, vous n'êtes pas d'accord dessus. Ok, des connaisseurs qui viennent de partout. Allez-y, comme les évêques l'avaient dit. On demande, ceux qui viennent de la Grande-Bretagne, ainsi, regardez cette machine. Est-ce qu'elle peut tricher? Elle ne peut pas tricher? Dans quel pourcentage, etc. Le problème est résolu. Mais quand ceux qui parlent des autres commencent à mélanger les débats des autres avec les débats sur les matériels, c'est la confusion la plus totale. Donc c'est pourquoi moi je dirais tout simplement, pour moi, il n'y aurait pas de débat pour la machine à voter.
Si on ne veut pas une machine qui triche, on appelle les experts du monde entier pour pouvoir leur présenter une machine qui ne peut pas tricher. Et le problème est conclu. Merci beaucoup, professeur Ntsaman, d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Eh bien, vous avez compris la quintessence de ces idées développées avec beaucoup de précision et concision, démontrant que c'est un scientifique qui parle avec son cœur. Merci, professeur. C'était un honneur de vous recevoir ce soir. Avec grand plaisir. Mesdames et messieurs, Kinshasa Direct continue à 19h juste. Vous allez retrouver Gloria Mbouya pour la présentation de la grande édition du journal sur Télé 50. A tout de suite.